Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Tao, j'espère que vous allez bien. Ma mission pour cette vidéo, vous faire un point marché crypto et les indices boursiers. Les marchés sont très volatiles en ce moment. Alors on va attaquer avec le chef d'orchestre côté crypto, le Bitcoin. Allez, c'est parti. Analyse technique du BTC, donc nous sommes toujours dans un range en daily, ok. La particularité de ce range, c'est que vous le voyez actuellement, il y a un triangle de compression qui se dessine à la fois sur le prix et à la fois sur les indicateurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons d'un côté les acheteurs qui repoussent le prix vers le haut. Donc ça c'est plutôt bull, c'est plutôt optimiste en termes d'actifs. Ok, on voit la même chose sur le RSI avec des creux ascendants. Mais nous avons également de la même manière des sommets descendants. Ok, c'est-à-dire que les vendeurs aussi repoussent le prix vers le bas lorsqu'on est en haut de range. Et très souvent, une fois que nous avons la résolution de ce range, il y a une cassure franche, un peu comme nous l'avons constaté sur le gold dernièrement. D'ailleurs, je m'étais amusé à regarder un petit peu dans le passé ce qui s'est passé justement sur le Bitcoin. Et effectivement, voilà, après la résolution de ce triangle, on a cassé vers le bas. Ici, on a cassé vers le haut. Ici, on a cassé vers le haut. Ici, on a cassé vers le bas. Ok. Ici, on a cassé vers le bas. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Il n'y a pas de prédiction à faire. Ça peut être vraiment dans un sens comme dans un autre. Comme je l'ai rappelé également lors des précédentes vidéos, tant que nous ne dépassons pas la zone des 38,2% de Fibonacci, nous sommes toujours potentiellement dans une tendance baissière. Ok. Donc il faut vraiment casser avec force cette zone, arriver en zone de surachat sur le RSI au moment où nous rentrons dans la résistance. Je vais vous le montrer un peu plus, voilà, de manière un peu plus claire. Quand nous arriverons, si nous y arrivons, en zone de résistance, soyez vigilants sur l'indicateur du RSI. Regardons si nous entrons dans une zone de surachat. Cela montrera d'autant plus de force pour casser cette résistance. Parce que nous avons à la fois une confluence sur le Fibonacci, sur le concept des supports et résistances. Donc on a vraiment un gros intérêt à ces niveaux de prix. Il faut vraiment le casser avec force. Ok. Une fois qu'on aura passé cette première phase, on pourra aller spéculer un peu plus haut. Mais pour l'instant, il faut vraiment casser cette résistance. Donc voilà pour la partie indicateur. Sur le sentiment de marché, actuellement, nous sommes toujours dans la peur. On est à 28, on était hier, on était sur du 22, on était sur de l'extrême peur. Donc effectivement, le marché est très sensible aux fluctuations de prix. Sur l'order flow, je voulais faire un petit point macro et vous montrer quelque chose que j'ai mis en lumière qui est assez intéressant à analyser, même si ce n'est pas une science exacte, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé dans le passé et pour pouvoir anticiper de futurs mouvements. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque l'open interest baisse avec une compression des ratios long-short et une diminution de prix, on a un mouvement à la hausse qui peut apparaître. Ok. Donc j'ai fait l'exercice et j'ai noté ces éléments que j'ai pu retrouver dans le passé. On va commencer, on va dire, historiquement à partir d'ici. Ok, on a le prix ici, l'open interest ici, et le ratio long-short. On voit que le prix a corrigé. Voilà, sur la trendline. Ok. En tout cas, on avait un essoufflement des acheteurs. On avait, par la même occasion, un open interest qui a baissé également. Et à ce moment-là, nous avons aussi une compression, c'est-à-dire diminution de long, augmentation de short. Qu'est-ce qui s'est passé à la cassure de la trendline? On a eu le prix qui a augmenté. Ok. On le revoit juste après, la même chose. Perte de force de mouvement à la hausse. Ensuite, Open Interest qui a aussi... bon, il fait carrément une compression, hein, il fait même pas une chute, il fait une compression lui aussi. Et nous avons la compression au niveau du ratio long-short. Ok, qu'est-ce qui s'est passé après? Pouf, le prix est monté. De la même manière ici, perte de force acheteuse avec Open Interest qui a baissé et la compression du ratio. Qu'est-ce qui s'est passé? Pouf, on a monté. Un peu plus récemment, après la grosse chute du BTC l'été dernier, donc chute du BTC, hop,
on a eu une chute de l'open interest, on a eu une grosse compression du ratio long short. Qu'est-ce qui s'est passé à la résolution? Le prix est monté. Et également juste après, pareil, le prix a chuté à partir de septembre jusqu'en octobre, l'open interest également, compression, et pouf, on a monté. Et là, actuellement, nous assistons potentiellement à peu près à ce même scénario, car nous avons un prix qui chute, un open interest qui chute, et une compression sur le ratio long-short. Ok. Donc on a tous les ingrédients pour reproduire ce schéma. Nous sommes en plus dans un support qui est plutôt solide dans cette zone de prix. Donc on a d'autant plus de facilité à augmenter, enfin à monter le prix plutôt qu'à le descendre. En tout cas, ça c'est mon interprétation. Ok, c'est un biais, je le sais, mais bon, voilà, on peut facilement avoir des biais et le tout c'est d'en être conscient. Donc ce que je veux dire par là, pour résumer, c'est que les traders n'ont pas encore totalement capitulé. Le sentiment s'inverse très rapidement selon la zone de prix. Là, on le voit par rapport à ce range. Et donc voilà, quand on a des bascules de prix en haut de range ou bas de range, on voit vraiment que les ratios évoluent fortement. Donc c'est que les traders n'ont pas encore totalement capitulé. De la même manière, l'open interest chute depuis novembre 2021. Les traders ont de moins en moins d'intérêt sur le marché car beaucoup se sont fait liquider sur des longues. Effectivement, on voit que le nombre de positions longues diminue dans le temps et l'open interest diminue, donc fermeture de position sans réouverture, enfin en tout cas pour combler le manque qu'il y a sur l'intérêt du marché. Donc on voit que ça s'est calmé au niveau de l'open interest et on voit actuellement la compression, même si de temps en temps ça s'excite un peu dès qu'on est sur du bad range. Ok. Donc est-ce que nous allons assister prochainement justement au même scénario, c'est-à-dire cassure de trendline pour avoir un vrai short squeeze qui nous mènera dans des zones de distribution, on va dire plutôt dans ces prix-là, entre les donc 55 et 61 000 dollars. C'est un scénario tout à fait envisageable. On continue le point marché sur les indices boursiers et on commence avec le S&P 500. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Il est toujours sur sa dynamique court terme baissière pour arriver selon moi à minima dans cette zone importante, on va dire clé sur le Fibonacci, le premier arrêt. Donc on verra comment ça se comporte jusque là. En attendant, on est toujours dans une simple correction, même si elle fait de plus en plus mal. On est actuellement sur une baisse de jusqu'à 14% au maximum. Donc, mais on est toujours dans une tendance haussière long terme. Le CAC 40, alors lui, il est carrément arrivé déjà sur sa zone des 38,2. On peut le voir qui s'en sert actuellement pour l'instant comme un support. Ok. Donc il a été plus réactif que le S&P, enfin en tout cas plus fragile. Il est arrivé très rapidement dans la zone des 38,2, ce qui lui a fait un écart de prix de 20% quasiment. Est-ce que le support va tenir dans cette zone-là? On le verra. En attendant, ce qui se passe, c'est que les vendeurs ont toujours la main. Ok, on le voit assez nettement sur les indicateurs RSI et MACD. Donc ce qu'il faudrait, c'est revenir à minima sur une zone de neutralité pour vraiment redonner confiance à l'achat. Ok. Donc ça, c'est le petit point sur le CAC 40. On continue avec la bourse de Moscou et je vais vous montrer un cas d'école typique sur le long terme et pourquoi j'utilise le Fibonacci. Donc j'ai tracé un Fibo sur du long terme et ce qu'on peut distinguer, c'est que on a une chute du cours. On avait quand même voilà, besoin de respirer au niveau du marché dans ces zones de prix. Ok, on a une cassure avec un joli M dessiné de ce côté-là. Donc là, déjà, depuis novembre 2021, ça pue sur le marché de Moscou. Ok. Donc je ne sais pas si niveau information géopolitique, on commençait déjà à parler de la guerre en Ukraine, mais ouais, voilà, je ne suis pas toujours devant les infos, moi ça ne m'intéresse pas trop. Mais en tout cas, on peut constater que depuis novembre 2021, ça pue au niveau de la bourse de Moscou. Ok. Donc, est-ce qu'on est sur du buy the rumor, sell the news au niveau des marchés? Est-ce qu'on a profité de ces tensions russo-ukrainiennes pour justifier des chutes de cours? C'est toujours intéressant de se poser la question.
Par contre, pour continuer mon analyse et pourquoi j'utilise toujours le Fibonacci, vous allez comprendre sur du long terme l'intérêt de regarder ce premier arrêt 38,2%. Pourquoi? Parce que malgré la baisse du marché, jusqu'à présent, on avait une réaction plutôt normale avec, on va dire, une correction. Et dans cette zone de prix, on a essayé de trouver support sur le premier arrêt. Et vous voyez qu'à partir du moment où nous avons cassé cette zone de 38,2%, on a connu une chute qui est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment horrible. Et on voit que du coup on ne trouve plus support. Donc le prochain support pourra peut-être se trouver dans ces zones de prix là, dans les 78,6. En attendant, c'est les abysses, quoi. Hein. Donc voilà l'intérêt de regarder Fibonacci. C'est un indicateur majeur sur le long terme, en tout cas sur les tendances, sur les mouvements. C'est un rempart en termes de support et de résistance. Ok, donc ça se vérifie plutôt bien sur la bourse de Moscou. On continue avec le dollar index. Alors, dollar index. Le dollar index, je vais voir un petit peu plus en macro. Voilà, en automatique. Ok. Donc, le dollar index, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté qu'en weekly, donc en semaine, on a une divergence potentielle. Divergence baissière, donc du higher high, lower high. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a des sommets de plus en plus hauts sur le prix et des sommets de plus en plus bas sur le cours. Est-ce que cela signifie la chute du cours, enfin en tout cas de l'indice du dollar index? C'est possible, on est en train de commencer une divergence, donc intéressant de le noter. On pourrait assister à une baisse du dollar index pour revenir sur le support très prochainement. Ok. Donc pour information, sur du très très long terme, on a cette espèce de triangle de compression énorme sur lequel on fait support et résistance depuis, on va dire, depuis 2008. Okay. Donc voilà, on a un beau support qui s'est créé dans ces zones de prix sur lequel on a fait appui à plusieurs reprises. Et on a une belle résistance dans ces zones de prix là. Et là actuellement on essaie de casser le drapeau de compression. On verra si on arrive à le casser à la hausse ou si on va retenir justement par rapport à la divergence, pourrait nous justement nous indiquer que nous allons retomber en bas du drapeau à minima, voire sur le support. On continue, je voulais vous montrer l'indice de la création monétaire et je voulais faire un petit point, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. En tout cas, depuis l'annonce de la Fed en fin d'année, on peut constater quoi? On peut constater que depuis le 1er décembre, on a arrêté d'imprimer comme des cochons. Donc ce qui fait qu'on a de moins en moins de dévaluation monétaire sur le dollar. Ok. Donc voilà, on a imprimé assez fortement durant la période Covid et actuellement nous assistons, on va dire action-réaction de la Fed qui a dit qu'il fallait arrêter d'imprimer et qu'il fallait augmenter les taux d'intérêt. Donc voilà, on voit vraiment comment se matérialisent les annonces de la Fed. Ok. Et par contre, on peut regarder côté euro. L'euro ne l'entend pas de la même manière, on dévalue toujours autant. Il n'y a pas de pause, hein. Donc pour l'euro, c'est pas la même chose. Voilà, donc je voulais faire le distinguo entre les deux, où il y a une politique monétaire qui est légèrement différente entre les deux. Pour le gold, on a cassé donc le triangle de compression. On est arrivé jusqu'à des sommets historiques depuis 2020, sur lequel il y a une grosse résistance. Donc on a passé un premier palier ici, on a un deuxième palier dans ces zones de prix. Pour l'instant, on a une correction du cours, mais on a toujours une tendance haussière. Les indicateurs sont dans le vert, on a toujours un ascendant des acheteurs. Ok, que ce soit sur les MACD ou le RSI. Donc on a vraiment une poussée vers le haut assez franche et on pourrait assister, donc si je dézoome un petit peu, on pourrait assister à des plus hauts historiques sur le gold. L'indice du blé, je voulais en parler un petit peu. On a constaté que justement par rapport au conflit russo-ukrainien, on a du coup le blé qui part un petit peu dans tous les sens et plutôt à la hausse qu'à la baisse, malheureusement pour nous. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Il a augmenté de plus de 57% par rapport à ses prix normaux, donc à sa dernière résistance qui était ici. Ok. Donc on assiste à une correction actuellement en daily. On a rechuté de 13-14 points.
Donc nous pouvons, nous espérons que le cours va s'arrêter de monter. On peut sur du court terme s'apercevoir que on pourrait avoir des objectifs sur le Fibonacci. On va le manipuler comme ça. Et on pourrait arriver à minima, donc si les choses se calment, sur ces niveaux de prix là. Ok. On voit bien que justement, encore une fois, sur le court terme, l'importance du Fibonacci sur la zone des 38,2. Vous avez vu la mèche en daily, on repose pile poil dessus. Donc Fibonacci, c'est pas un rigolo quoi. Je voulais vous parler également de l'indice du soja. On en parle peu, enfin je sais pas, en tout cas je regarde pas la télé, mais c'est vrai que j'entends pas parler. Et regardez quand on dézoome le soja, ah là là, c'est pas beau, on assiste à une pattern en tasse plus ans. Ce qui veut dire que si la résolution a bien lieu, on devrait avoir une hausse du cours. Ok. Donc on est en train d'assister à la validation de cette méga tasse plus ans. Si je prends un peu de recul, les objectifs du coup d'une tasse ans, très basiquement, sans vraiment chercher à comprendre, on devrait à minima répercuter ce prix-là. Ok. Donc voilà les objectifs. Ok. Après, un objectif court terme atteignable, ce serait plutôt de faire ça et d'arriver sur la zone des 1,68 à 2 de Fibonacci à minima. Ok. Et là, sinon, on est dans un autre niveau clé sur la zone des 2,68 à peu près. Voilà. Donc, hausse du soja à venir. Donc, pour les végétariens, ça va pas être rigolo non plus. Voilà, donc la petite tasse avec la anse sur le soja. Voilà pour l'analyse des marchés cette semaine. Nous verrons comment se comporte le Bitcoin dans les prochains jours face à cette correction majeure des marchés financiers au niveau mondial. Pour l'instant, il se comporte plutôt bien. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.